Africaines, Africains, je vous salue. Vous, des diasporas africaines sur tous les continents, soyez les bienvenus. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour que cette émission entre dans nos campagnes, dans nos villes, dans le continent africain tout entier, dans cette diaspora et dans les foyers. Partout à travers le monde où vous êtes maintenant des millions à nous accompagner dans la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains et à participer à nos côtés au festival des vérités crues. Ce week-end était béni sur la terre des hommes, car hier, 6 juillet 2024, une nouvelle étape fondamentale de la marche des Africains vers la reconquête de leur souveraineté volée depuis 600 ans, eh bien, cette étape a été accomplie dans notre terre africaine du Niger, à Niamey, où toutes les Africaines et tous les Africains éveillés étaient rassemblés, si ce n'est par le corps, du moins par le cœur et par l'esprit. Oui, Niamey a été, en ce week-end béni, la capitale spirituelle de la résistance et de la renaissance africaine. Oui, au pays du Labou-Sanino, Zanchan-Kassani, sur la terre dirigée par le grand leader, le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP, nous avons vécu l'un des moments les plus beaux de nos existences d'Africains sur la terre. Oui, certains avaient écrit dans leurs livres remplis de haine et de mépris que les Africains étaient condamnés à être à la remorque du monde. D'ailleurs, ils avaient classé l'Afrique parmi les pays du supposé tiers-monde, alors que l'Afrique est le plus grand continent, le plus riche continent, le plus ancien continent et le continent le plus prometteur de la Terre. Ils avaient dit que les Africains étaient faits pour accompagner la marche de l'histoire qui irait, nous disons-on, d'est en ouest ou d'ouest en est et jamais vers le sud. Il était entendu que les pays africains devaient s'aligner tantôt derrière le bloc de l'Est, tantôt derrière le bloc de l'Ouest, y compris quand ils prétendaient être non alignés. Il était entendu que les Africains devraient, pour la moindre réalisation, se tourner vers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à Washington, vers le club de Paris, le club de Londres, le club de Washington, le club de Bruxelles. Il était question que ce soit Genève, et bref, que ce soit les banques de l'Occident, qui soient les pourvoyeuses, eh bien, de ce qu'on croyait être la fumée blanche du financement. Or, voici que sur la terre la plus ancienne de l'homme, la terre berceau de l'humanité, des peuples éveillés au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont porté au pouvoir des serviteurs attitrés de la grande nation africaine. Les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani se sont donc réunis hier, 6 juillet 2024, dans la capitale de la terre africaine du Niger, et la décision solennelle qu'ils ont prise a consisté à proclamer et à instituer aujourd'hui et pour toujours, par la grâce du Tout-Puissant et la volonté de nos peuples, la confédération, eh bien, de l'Alliance des États du Sahel, la confédération sahélienne. Qui l'eût cru 2 ans plus tôt, lorsque Mohamed Bazoum, juché sur ses mollets rassis, encouragé par le néocolonialisme français et l'impérialisme américain, qui eût cru qu'on célébrerait à Niamey, la belle, arrosée par le fleuve Niger, le fleuve Djoliba, la naissance de la Confédération des États du Sahel. Qui eût cru, quand nous entendions les moqueries extrêmement jactantes et hilarantes de M. Hassoumi Massaoudou, alors ministre des Affaires étrangères du junta de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum. Quand Hassoumi Massaoudou se moquait du Mali, se moquait du Burkina Faso, se moquait des panafricanistes. Qui eût cru quand on entendait les rodomontades
les piailleries, quand on entendait les logorées, eh bien, du généralon Abou Terka, dressé sur ses rares ergots, et traitant le digne peuple malien, le digne peuple burkinabé, de promoteur d'un patriotisme frelaté. Qui eût cru que Niamey serait la ville dans laquelle se hisserait le drapeau de la Confédération des États du Sahel? Qui eût cru? Il n'y en avait pas beaucoup qui le crurent. Quand nous disions que cela aurait lieu, avouons-le, certains l'espéraient, mais très peu le croyaient. Qui eût cru qu'au Niger, qui était présenté comme la meilleure plateforme d'occupation militaire des armées françaises, qui eût cru qu'au Niger, où les États-Unis d'Amérique avaient installé une puissante base de drones à partir de laquelle ils menaient leurs activités de déstabilisation stratégique dans le Sahel, qui eût cru que là, à Niamey, là, au pays d'Amanidjori, au pays de Seyni Kounché, qui eût cru que là, à Niamey, au pays d'Abdoul Moumouni, se dresserait le drapeau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et pourtant, cela est arrivé hier. Et nous sommes toujours vivants sur la terre, et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Ils l'ont dit. Commençons déjà par savourer le goût de l'histoire, avec H majuscule. Car en fait, il nous est donné, nous, Africains, vivant actuellement dans le monde, de goûter à la saveur de l'histoire. C'est-à-dire de vivre des moments importants de la vie de nos peuples. Et nous avons la possibilité d'en être des acteurs et des témoins. Très peu de générations humaines auront eu la chance des générations africaines actuellement vivantes. Nos parents s'en sont allés par millions dans les tombes, sans voir le retrait des bases militaires françaises d'un pays d'Afrique francophone. Beaucoup sont allés dans les tombes sans voir le démantèlement imminent de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Beaucoup s'en allèrent dans les tombes en pensant que les Sankara, les Lumumba, les Amilcar Cabral, les Samora Machel, les Walters, les Steve Biko, les Dulcie September, les Barthélemy Boganda, Ruben Oumniobe, Ernest Wandier, Osende Afana, Félix Moumier. Ils pensaient que tous ces gens-là, les Kadhafi, étaient morts pour rien. Beaucoup sont partis de ce monde en pensant que l'espoir, l'espérance et la possibilité de bâtir un autre avenir ne germeraient plus jamais en Afrique. Hier, à Niamey, un signe indien de plus a été vaincu par les Africains. Et je salue les trois grands leaders maliens, burkinabés et nigériens qui ont placé cette action sous le signe de Dieu. L'Afrique de l'Ouest a la chance d'avoir à sa tête, dans ces trois pays, des hommes qui craignent Dieu. Parce que quand un homme ne craint pas l'être incréé qu'il a créé, cet homme est dangereux pour lui-même et pour tout homme. L'Afrique de l'Ouest a la chance d'avoir des dirigeants qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Ce qui est une condition essentielle de la compréhension de la tradition africaine. Il n'y a de Dieu que Dieu. L'homme, en tant que créature, doit s'efforcer de refléter les qualités qu'il soupçonne au Créateur, mais jamais il ne doit prétendre l'égaler. Jamais il ne doit dire, après Dieu dans le ciel, c'est moi sur la terre. Car même la terre, l'homme ne l'a point créée. L'homme n'en est qu'un locataire. Et toute la question politique est celle de l'organisation, de la colocation de l'humanité sur la terre dans son passage de la forme animale vers la forme potentiellement et bien surnaturelle. La terre est un lieu de préparation de la traversée de l'âme, de la forme animale à la forme
surnaturelle à la forme angélique, la forme ancestrale. Une fois qu'un homme a compris qu'il est seulement de passage ici, il ne se comporte pas sur la terre comme si la terre lui appartenait. Il cherche à vivre au mieux avec tous ses frères et sœurs en humanité, avec tous ses frères et sœurs animaux, végétaux, minéraux, tous les compagnons de vie. Il cherche une solution harmonieuse afin que chacun traverse en paix et que chacun accomplisse le dessein qui lui a été réservé par l'être créateur, le Tout-Puissant. Les trois dirigeants intervenant hier à Niamey ont sans cesse rappelé leur devoir d'humilité envers le Créateur et envers les peuples qui leur font confiance. Je voudrais donc donner les 5 points d'observation des événements du 6 juillet 2024 qu'il me plaît de souligner. Première observation. Les trois dirigeants, les trois gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont tenu la parole donnée. Quand ils ont créé le 16 septembre 2023, l'Alliance de défense des États du Sahel, ils ont explicitement dit dans leur déclaration qu'ils allaient aller des questions de défense et de sécurité vers les questions financières, monétaires, les questions économiques, donc les questions de co-développement endogène, et qu'ils allaient aller vers la question des institutions politiques. C'était la promesse qui nous fut faite par les 3 étoiles polaires de l'Afrique libre, l'Afrique souveraine. Et cette promesse est tenue. Ils sont donc en train d'accomplir cette promesse dès lors qu'ils instaurent par-delà et sur la base de l'Alliance de défense désormais la Confédération, c'est-à-dire la forme embryonnaire de la puissance politique intégrée. Ça, c'est la première observation. Voici 3 dirigeants africains qui ne mentent pas à leur peuple. Ils disent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils ont dit. Or, nous sommes habitués, dans tellement de parties de l'Afrique et dans tellement de nos pays, à des dirigeants qui mentent. Oh, quand je vais prendre le pouvoir, je vais installer la capitale à Yamoussoukro. Oh, faites-moi confiance. Pendant les 5 premières années de mon mandat, je vais donner une maison à chaque Ivoirien. Vous connaissez l'individu? Vous connaissez le menteur qui a dit ça? Oh, je vais passer le pouvoir à une nouvelle génération. Nous allons donner le pouvoir aux meilleurs d'entre nous. Ah non, finalement, c'est moi qui vais garder le pouvoir. C'est un cas de force majeure. Vous connaissez le menteur qui a dit ça? Un autre vient. Ah non, vraiment, moi, je suis l'homme du renouveau. Aucun renouveau. Le pays s'effondre. Le peu de réalisation qu'il y avait dans le pays commence même à disparaître. Oh, il quitte l'affaire de renouveau, il dit qu'il est maintenant l'homme des grandes réalisations. On dit, mais dis donc, c'est incroyable. On attend les grandes réalisations. Il est incapable de construire une véritable autoroute entre les 2 grandes villes de son pays. On dit, mais il y a un problème là. On a attendu le renouveau, il n'est pas venu. On a attendu les grandes réalisations, ce n'est pas venu. Il dit non, que maintenant il est l'homme des grandes ambitions. Astaghfirullah. Vous connaissez pas ce menteur-là? Un vieux dictateur d'Afrique centrale. Vous ne les connaissez pas? Regardez tous ces menteurs qui se promènent devant les peuples africains depuis plusieurs décennies. Ils promettent la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et le développement durable, l'atteinte des objectifs du millénium. Toute cette phraséologie creuse, cette phraséologie qui donne envie de vomir aux Africains. Tellement on leur a menti. Vous ne les connaissez pas, ces dirigeants? Donnez-moi 5 ans et en 10 ans, je vais faire ceci. Non. Dans l'Alliance des États du Sahel, on ne promet pas la lune aux gens. On leur promet ce qu'on peut faire. Et on fait ce qu'on a promis. Ça, c'est la première leçon et c'est une qualité qu'il faut reconnaître à ces 3 dirigeants. Ce ne sont pas des flatteurs. Ce ne sont pas des flattologues. Ce ne sont pas des menteurs. Oui, ils ne souffrent pas du syndrome d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sindou, pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou pour troubler toute l'Afrique,
avant d'être bientôt dégagés. Oui, il ne souffre pas du syndrome du dictateur Paul Biya, 42 ans de pouvoir, pour découvrir seulement en 2023 qu'il était en train d'endetter son pays à des taux prohibitifs. C'est-à-dire qu'il allait tout le temps à Washington, à Paris, à Genève, prendre des crédits en sachant très bien que le Cameroun ne peut pas rembourser. Qu'est-ce qu'on peut penser d'un vieillard qui a conduit un pays comme ça, dans le marasme permanent, et qui trouve toujours l'occasion de se faire rédiger des discours pour faire des phrases? Dans l'AES, la politique de la vérité est le critère, et la parole est orthogonale. La parole est d'équerre. Elle forme des angles droits avec le réel. Écrivez ça. Écrivez ça. Et ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon de la naissance de la Confédération des États du Sahel. C'est la leçon de la popularité. D'abord, j'ai parlé de la vérité, du discours de vérité. Deuxième leçon, nous avons eu un baromètre de la popularité des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel à travers cette visite. Les images qui nous sont parvenues de l'accueil triomphal que le peuple africain du Niger a réservé aux dirigeants maliens et burkinabés à Niamey. Ces images, qu'est-ce qu'elles signifient? On ne peut pas comprendre l'immense popularité dont jouissent ces trois hommes si on ne compare pas les images de Niamey le 6 juillet 2024 aux images de l'accueil d'un certain monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'aventurier ambigu de Dakar, quand il était en Côte d'Ivoire. Quand il est venu au Mali et quand il est allé au Burkina. Prenez les images de la visite du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu une mobilisation populaire pour lui? En Côte d'Ivoire, là, est-ce que vous avez vu une mobilisation populaire pour Bassirou? Parce que lui, il est toujours membre de la CEDEAO, le Sénégal est membre de la CEDEAO. Voilà un président de la CEDEAO qui va dans un pays de la CEDEAO. Il vient d'être élu. Vous avez vu une liesse populaire pour lui à Abidjan? Parce que vous ne pouvez pas comprendre la popularité des présidents Tchani, Traoré et Goïta si vous ne regardez pas les images de la visite, des visites de Diomaye. Diomaye Faye est allé à Abidjan. La journée s'est déroulée à Abidjan comme si un simple ministre du gouvernement sénégalais était de passage à Abidjan. Les Ivoiriens ont vaqué tranquillement à leurs occupations. Ils ne l'ont même pas calculé. Et les Ivoiriens sont là, ils n'ont qu'à témoigner. Les Ivoiriens sont là. Quand Bassirou Diomaye Diakhar Faye est venu, est-ce que vous êtes sortis pour l'acclamer? Est-ce que vous savez pourquoi les Ivoiriens ne l'ont pas acclamé? Mais parce que les Ivoiriens n'acclament pas Ouattara lui-même. Ouattara a pris le peuple ivoirien en otage. Quand quelqu'un vient créditer et crédibiliser Ouattara, les Ivoiriens sont fâchés contre lui. Dans la ville de Dembokro, chez mes beaux, les Baoulés, on a donné à Alassane Draman Ouattara un nom. Je ne sais pas pourquoi vous avez oublié. Le nom qu'on lui a donné, c'est quoi? Alassane Ouattara l'appelle Ao Singben. Dans la langue à Baoulé, ça veut dire celui derrière qui tu vas et tu n'obtiens rien. Il ne faut pas aller derrière lui. C'est le nom que les sages Baoulés de Dembokro ont donné à Ouattara. Donc quand Diomaye va à Abidjan, comme il va chez Ao Singben, et que tout le monde sait que quelqu'un qui va chez Ao Singben, il n'y a rien de bon dedans, mais les Ivoiriens ne l'ont pas calculé. Allez regarder les images de Diomaye Faye à Ouagadougou. Les Burkinabés ont vaqué à leurs occupations. Ils ont laissé le président Traoré gérer ses relations diplomatiques avec le Sénégal. Ils ne l'ont même pas calculé. Les Burkinabés l'ont vu venir, ils ont dit, Yawotode. Ce n'est pas ce monsieur qui a commencé par aller en Mauritanie, en Gambie, chez Mbappé. Il a fait d'abord le tour de nos ennemis avant de venir nous voir. Ce n'est pas lui. Les Burkinabés ne l'ont pas calculé. Il a repris son avion. Le même jour, il a couru à Niamey. Mais alors les Nigériens, ils étaient occupés à préparer leur kilichi. Ils étaient occupés à boire leur lait de chameau. Les Nigériens étaient en train de travailler dans leur bureau.
Les Nigériens n'ont pas le temps. Les pêcheurs étaient sur le fleuve Niger en train de chercher leurs poissons. Hein? On leur dit qu'il y a un certain monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal, qui est à Niamey. Ils disent, et puis on fait quoi avec ça? La Boussanino, Zanchan Kassani. La Boussanino, Zanchan Kassani. Vous comprenez? À Niamey, si tu viens et qu'on sait que tu n'aimes pas la lutte que le peuple mène et que tu n'es pas engagé pour elle, on t'ignore. Oui! Oui, mais je vous invite à regarder les images. Alors, d'où vient la popularité des présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani? Une popularité qui a été vérifiée au Sénégal. Pendant l'investiture du président Diomaye Faye, quand on a appelé le nom des représentants des délégations maliennes et burkinabé, vous avez entendu comment le peuple sénégalais a applaudi? Est-ce qu'on a applaudi le représentant ivoirien comme ça? Le représentant bissau-guinéen l'a applaudi comme ça? Les dirigeants de l'AES sont les dirigeants les plus aimés par le peuple sénégalais. Ils sont plus populaires au Sénégal que Bassirou Diomaye Faye. Je recommence. Les gens, il y a des évidences politiques qu'on doit dire. Je vous ai dit qu'ici, c'est le festival des vérités crues. Si vous n'aimez pas la vérité, vous changez d'émission. Au Sénégal, Ibrahim Traoré est plus populaire que Bassirou Diomaye Faye. Écrivez ça, c'est ce que j'ai dit. Il est plus populaire. Parce que lui, quand on cite son nom au Sénégal, le peuple sénégalais applaudit. Alors que quand on cite le nom de Diomaye à Ouagadougou, les Burkinabés vaquent tranquillement à leurs occupations. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les dirigeants de l'AES soient les plus populaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique et dans l'opinion africaine? La raison est très simple. Les peuples africains, par les actes qu'ont posés les dirigeants de ces trois pays, sont convaincus que ce sont des serviteurs du peuple africain. Que ce sont des dirigeants qui aiment leur peuple. Quand un peuple voit à tes actes que tu l'aimes, que tu as choisi de le servir et que tu es prêt à mourir pour lui, ce peuple te rend cet amour au centuple. Écrivez ça. Les peuples ouest-africains, en particulier, africains en général, les diasporas africaines, savent, mais d'une intimité cardiaque, que le président Tiani, que le président Assimi Goïta, que le président Traoré aiment leur peuple. Les Africains sentent ça. C'est un vécu. Et si vous êtes rassemblés là maintenant, vous êtes pratiquement 10 000 personnes en direct de cette émission. Mais pourquoi vous aimez ce sujet? Mais parce que je vous parle de dirigeants qui font ce que nous souhaitons que fassent tous nos dirigeants en Afrique. Servir avec amour leur peuple. C'est une loi élémentaire. Si tu aimes ton peuple, si tu sers ton peuple, si tu montres à ton peuple que ce que tu fais, c'est pour lui, ton peuple te le rend au centuple. Et c'est une loi qui existe sur le plan universel. C'est l'une des 7 lois cosmiques. C'est la loi d'action-réaction. Ce que tu fais, te fait. Ce que tu fais, te fait. Le bienfait n'est jamais perdu, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Le bienfait n'est jamais perdu. Même si tu ne vois pas la récompense de ton bienfait maintenant, sache que sur les plans invisibles de la création, se préparent pour toi des récompenses inouïes. Et tu seras davantage récompensé si en faisant le bien, tu ne penses pas à la récompense. Si tu aimes le bien pour lui-même, ta récompense sera centuplée, miltuplée, que dis-je, milliardtuplée. Parce que tu auras agi avec la pureté de cœur. Tu te seras rapproché par ton action, justement, du cœur divin. Le soleil, vous le voyez très bien, éclaire les bons et les méchants. Ainsi, le Créateur donne à toutes les âmes la possibilité de l'existence qu'il leur a rendue possible. Oui, c'est une relation d'amour, de service, d'intime conviction qui explique le triomphe. Le triomphe des présidents Goïta et Traoré à Niamey. Sur des kilomètres et des kilomètres,
des millions de Nigériennes et de Nigériens, que dis-je, de Nigériennes et de Nigérois. Les Africains de la capitale, bénis du Niger, sont sortis comme un seul homme. Et c'est un message très fort qui a été donné. Ces hommes qui passent là, ce Goïta, ce Tiani, ce Traoré qui passe, nous les aimons. Nous les aimons parce qu'ils nous aiment. Parce qu'ils se consacrent à nous avec leurs compagnons intrépides. Nous sommes prêts à les accompagner du style pour cela. Nous avons fait flamme d'enfer avec eux. Voilà le lien fort qu'il y a entre des hommes, des femmes qui servent authentiquement leur peuple et leur peuple. Deuxième leçon. Si tu veux servir un peuple, si tu veux avoir de la part d'un peuple un attachement exclusif et exemplaire, aime ton peuple. Dirigeante, dirigeant africain, aime ton peuple, sers ton peuple. C'est l'une des clés du succès de ta vie en politique. Servir et aimer ceux pour qui tu te bats. Ne pas te calfeutrer à Assini Mafia, comme Ouattara Draman, avec sa smala de voleur. Ou Paul Biya, en Vomeka, avec son clan de prévaricateurs. Ne pas te cacher dans les tours d'ivoire des palais présidentiels. Montrer à ton peuple que tous les jours, tu es avec lui. Tu agis pour lui. Tu l'écoutes, tu le comprends, tu le connais. Quand vous voyez le président Ibrahim Traoré au dernier rang d'une grande prière de mosquée en plein Ouagadougou, le message qu'il nous envoie, c'est quoi? Je suis de ce peuple. Je n'ai pas vocation à être au premier rang tout le temps, parce que moi, je ne suis qu'un mortel, je passerai. Mais si j'accomplis de bonnes œuvres, si j'accomplis de belles œuvres, si je permets au peuple burkinabé de prospérité, de vivre sans doute toujours, non seulement dans le cœur de ceux qui me survivront, mais de l'autre côté, je serai bien accueilli parmi les ancêtres. Voilà. Et ça, c'est une leçon importante. La question du service. Je passe au quatrième élément. À la quatrième leçon qu'il faut tirer de cette visite. Alors, la quatrième leçon qu'il faut tirer de cette visite, c'est que une organisation politique proprement africaine devra remplir systématiquement les mêmes critères que ceux de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et ces critères, ce qui m'intéresse le plus sont les critères de souveraineté. Dans la construction de l'Alliance des États du Sahel, vous n'avez pas vu une organisation d'un pays étranger à l'Afrique figurer parmi les acteurs. Vous n'avez pas vu, comme malheureusement ça se passe pour l'Union africaine, vous n'avez pas vu un bureau de l'État d'Israël à l'intérieur du siège de l'Union africaine. Il n'y a pas ça dans l'AES. Il n'y a pas ça dans la KES, Confédération de l'Alliance des États du Sahel. La Constitution, c'est un bureau détenu par l'Union européenne. Il n'y a pas un bureau de l'OTAN. Il n'y a pas un bureau russe. Il n'y a pas un bureau chinois dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Il n'y a que les autorités légitimes, légales, populaires et révolutionnaires des trois gouvernements de ces pays. Donc, la quatrième leçon, c'est que l'AOS confirme le fait que la souveraineté n'a pas de prix. Il ne faut plus jamais en Afrique inclure des puissances étrangères, des organisations étrangères, à l'intérieur des organisations politiques régionales. Quatrième leçon. Cinquième leçon. Cinquième leçon. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui a été inaugurée hier, elle montre quelque chose que certains n'ont peut-être pas vu. C'est que les dirigeants ouest-africains ont compris qu'il faut sortir des paradigmes de la politique occidentale.
politique africaine. À partir de la création de cette confédération, il y a un nouveau paradigme qui apparaît. Et je m'explique. Dans presque toutes les organisations régionales et continentales africaines, il était systématiquement observable que on commençait par réciter tous les principes démocratiques imposés par l'Occident à toute la planète. Il y avait forcément un paragraphe sur la démocratie, un paragraphe sur la bonne gouvernance, un paragraphe sur la croissance économique, un paragraphe sur les droits de l'homme. N'est-ce pas? Regardez la structure des déclarations fondatrices des organisations politiques africaines. Ce sont des récitations des principes. La Confédération des États du Sahel, on observe pour la première fois dans l'histoire de notre continent, en ce 21e siècle, la naissance d'une organisation internationale, d'une confédération politique qui n'invoque plus les termes classiques de la dictée paradigmatique occidentale. J'ai presque pas entendu le mot démocratie. Et on va prendre un exemple très intéressant, c'est le discours du président Ibrahim Traoré. J'ai écouté et lu les discours des 3 présidents. J'ai été frappé par le fait que tous disent que la référence de la politique en Afrique, ce sont les valeurs de la tradition africaine, et c'est le panafricanisme. Je recommence. Rupture paradigmatique. Plus personne ne vient nous casser les oreilles avec la démocratie et les droits de l'homme tels qu'ils sont conçus par l'Occident. Il n'est même pas question de parler de démocratie africaine. Non. On parle de panafricanisme et on parle de tradition africaine. Écrivez ça. Et allez relire les discours. Fini la récitation bête. La récitation béate. La récitation naïve. On a imposé à tous les discours politiques africains, depuis maintenant plus de 60 ans, de proclamer que la démocratie était le seul et unique type de régime politique acceptable, que c'était le meilleur d'entre tous. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, il n'y aurait pas 12 monarchies en Europe. Si c'était vrai, il n'y aurait pas, dans la philosophie et dans la science politique, une critique de la démocratie. Ici en Occident, Platon critique la démocratie dans son grand livre La République et dit que la démocratie est un régime politique qui conduit fatalement à l'anarchie. Au 19e siècle, l'un des plus grands critiques de la démocratie s'appelle Alexis de Tocqueville. Il a écrit un ouvrage en 2 grands volumes très connus qui s'intitule « De la démocratie en Amérique ». Il critique la démocratie, cette politique engendre des citoyens apathiques, des suiveurs. Et que la démocratie conduit insidieusement à la dictature de la bureaucratie et de la technocratie. Écrivez ça. En dernière date, il y a un grand sociologue français qui s'appelle Emmanuel Todd. Emmanuel Todd a écrit un très bel essai intitulé « Après la démocratie ». Après. Dans lequel Todd dit qu'on sera obligé de passer à autre chose que ce régime. Donc, il existe une tradition de critique de la démocratie en Occident. Alors, pourquoi alors que la démocratie est critiquée et que, par exemple, les Belges ont toujours un roi, les Suédois ont toujours un roi, pourquoi est-ce qu'on veut imposer aux Africains de proclamer que la démocratie, c'est le seul type d'état de droit possible? Pourquoi? Pourquoi? Les Anglais ont un roi, pourquoi il est élu? Les Suédois qui prétendent retirer leurs diplomates parce que le président du Burkina Faso n'a pas été élu. Leur roi est-il élu? Demandons-le aux Suédois. Is your king elected? Les Belges, dont les rois ont coupé 20 millions de bras à notre peuple au Congo, eux aussi peuvent nous enseigner la démocratie. Est-ce qu'ils J'ai discuté avec un avocat qui me faisait remarquer que en Belgique, quand tu veux être avocat, on te fait prêter serment de ne jamais critiquer le roi. Hein? Astaghfirullah. Oui. En Belgique, là, pour que tu sois avocat, tu fais serment que tu ne critiqueras jamais Sa Majesté. C'est-à-dire que sur la terre, là, même Dieu qui nous a créés, tu peux le critiquer. Mais il y a des gens qui ont fait des lois pour dire qu'eux, on ne peut pas les critiquer. Et ce sont des rois de pays qui, parfois, s'aventurent à enseigner la démocratie aux Africains.
Vous comprenez? La grande leçon de l'AES, c'est que l'AES, et donc les dirigeants de l'AES, sont en train de sortir de la domination théorique, intellectuelle, de la domination spirituelle, de la politique africaine par des concepts occidentaux. Ce ne sont plus la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, les objectifs du millénium, auquel on a drogué les élites africaines. C'est cela le référentiel politique. Il y a deux concepts qui ont été cités par les trois présidents. Le concept de panafricanisme et le concept de tradition africaine. Donc, nous sommes en train d'aller vers ce que nous théorisons, nous, en tant que philosophes, depuis plusieurs années, sous le concept de la mahatocratie. La rupture paradigmatique africaine est en marche. Les dirigeants assument désormais la non-référence à la systématique démocratique droit de l'homiste, bonne gouvernanciste, la systématique croissantiste, productiviste, de la terminologie et de la phraséologie ultralibérale occidentale. Et c'est formidable. C'est formidable de ce point de vue. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour continuer à partager cette émission. Maintenant, près de 7000 rassemblés sur YouTube, Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager. Ne me laissez pas seul. Ils attaquent, car le festival des vérités crues bat son plein. Et pour illustrer le grand moment que nous avons vécu, je vous avoue que le discours qui m'a le plus marqué, le discours qui m'a littéralement arraché les tripes, c'est le discours prononcé par le président du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré. Je vous propose de l'écouter et je donnerai étape par étape mon commentaire. On va l'écouter bout à bout et je vais donner mon commentaire bout à bout, ce qui nous permettra de clore le premier sujet. Président Ibrahim Traoré, vous êtes à l'honneur. Vous avez prononcé l'allocution la plus remarquable de mon point de vue, sans doute parce qu'elle était en partie improvisée. Les autres dirigeants ont préparé des textes, ils ont dit la même chose que le président, Ibrahim Traoré, mais ils l'ont dit d'une manière cadrée par le travail du discours qu'ils ont préparé. Le président Traoré avait sans doute un discours qui lui a été... Le président Traoré est quelqu'un qui aime, comme un grand artiste de jazz, improviser à partir d'une gamme fondamentale. Il a le texte de son discours, mais il aime, et il a ça de particulier avec le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est d'être capable d'improviser à partir de la structure de son discours. Vous verrez plusieurs fois le président Gbagbo, quand il monte sur l'estrade, on lui dépose le document de son discours. Il l'ouvre, il regarde comme ça, il dit « Ok, c'est très bien, le discours est là, mais je vais parler. » En fait, il a lu le discours, il connaît le discours, mais il va le mettre en musique, à sa façon. Et Ibrahim Traoré est un spécialiste maintenant, il est en train de rôder cette manière de faire. Ces discours sont préparés, mais ensuite, il les assimile et il les formule en y mettant du vécu. Ça donne donc quelque chose qui a été... Le discours qui a vraiment arraché les tripes à la population africaine de Niamey, c'est le discours du président Traoré. Parce que ce discours est fait dans le style des grands orateurs de la gauche révolutionnaire africaine. Le style de Thomas Sankara, le style de Patrice Lumumba, le style de Muammar el-Kadhafi, le style de Nelson Rolihlahla Mandela, le style de Julius Nyerere. C'est le style de Dr Francis Kofi Kwame Nkrumah. C'est le style des grands orateurs de la gauche révolutionnaire qu'a choisi le président Ibrahim Traoré. Donc, vraiment, donnons-lui la parole et je vais vous commenter morceau par morceau son allocution remarquable. J'interromprai de temps en temps pour commenter et compléter éventuellement par des modestes analyses ce que vous croyez avoir compris de ce qu'il nous a dit. Le président Traoré. Alors, discours du président Traoré, c'est pas loin. Je l'ai ici. Je vais vous mettre le volume. Je vais vous mettre le volume.
The 21st of July, with epic deals that'll make you... Ici à Niamey. Avant tout propos, nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour le peuple de l'AES. Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Nous avons le même. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers. Je m'arrête d'abord à ce premier extrait. Dans ce premier extrait, le président Ibrahim Traoré mobilise une notion très profonde de la tradition africaine. C'est la notion de fraternité. On pourrait mal comprendre cette notion si on entend par fraternité le fait d'être né du même sang biologique, c'est-à-dire du même père, de la même mère, ou alors d'avoir des liens de sang, des liens de consanguinité. En quoi consiste cette fraternité spirituelle? Pour le président Ibrahim Traoré, le lien fort qui doit exister entre les Africains, c'est l'attachement des Africains à un certain nombre de valeurs, comme la dignité, la liberté, l'égalité, la justice et la prospérité. Donc ce n'est pas une fraternité du sang, le sang qu'on analyse dans les laboratoires médicaux, d'accord? Parce que tous les hommes ont du sang. Non, il s'agit d'un sang qui est en réalité l'ensemble des principes par lesquels l'homme vraiment s'efforce de ressembler à son Créateur, de refléter les qualités qu'il reconnaît à son Créateur. C'est une fraternité spirituelle. Et il cite donc les générations d'hommes d'Afrique et de femmes d'Afrique qui incarnent cette fraternité spirituelle, qu'il ne faut pas confondre avec la fraternité biologique. Le sang dont parle le président Traoré, ce n'est pas le sang physique, c'est le sang spirituel, c'est-à-dire en réalité la conscience des énergies subtiles surnaturelles qui font de nous des êtres humains. 1. Le président Traoré dit qu'il est héritier du sang de ceux qui se sont battus pour la libération de l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains qui se sont battus pour que l'Afrique ne soit pas libérée ne sont pas du même sang que nous. Nous parlons ici du sang spirituel. Ils se sont liés par le sang spirituel aux Africains qui se sont battus pour libérer l'Europe du nazisme. C'est-à-dire que les Africains qui auraient été du côté des nazis ne sont pas du même sang que nous. Nous dit le président Traoré. Et par millions à l'Afrique, mais qui ont pourtant contribué au développement de l'Amérique, au développement de l'Europe et de l'Asie. Cela veut dire que tout Africain qui a participé à vendre ses frères, il n'est pas du même sang que nous, au sens spirituel du terme.
Il faut que vous compreniez très bien ce discours. Quand il dit « nous sommes du même sang qu'eux », le sang dont il parle, ce n'est plus le sang physique, c'est le sang symbolique. C'est-à-dire, nous avons les mêmes principes de vie qu'eux. Nous avons les mêmes idéaux qu'eux. Nous avons la même vision qu'eux. Vous avez compris? Donc, en fait, tu peux avoir ton frère du même père et de la même mère, avoir le même sang biologique que lui, mais ne pas avoir le même sang spirituel que lui. Écrivez ça. Je recommence une deuxième fois. Vous venez de comprendre? Tu peux avoir ton frère. Vous êtes du même sang biologique. C'est-à-dire que c'est ton papa et ta maman qui vous ont mis au monde tous les deux. Vous êtes du même sang biologique. Parfois même, vous êtes du même groupe sanguin. Tu es O+, ton frère est O+, et puis vraiment, vos parents sont O+, les deux. Mais, ton frère, lui, il s'engage pour soutenir la France-Afrique. Alors que toi, tu résistes contre la France-Afrique. Le président Traoré dit, vous êtes biologiquement du même sang, mais vous n'êtes pas spirituellement du même sang. Et donc, le sang dont il est question, la fraternité dont il est question ici, c'est une fraternité d'esprit, c'est une fraternité. Si tu as une mentalité d'esclave, si tu es un nègre de maison, tu es un nègre de salon, tu es une mayotte capétia, tu es un néocolonisé, un individu rampant et reptilien, tu n'es pas du même sang que moi, même si c'est mon père et ma mère qui t'ont mis au monde. Voilà. Tu n'es du même sang que moi que par la biologie. Mais la biologie ne suffit pas à unir les hommes. Pour que la véritable unité, la véritable fraternité humaine ait lieu, il faut un rapprochement sur le plan de l'esprit. L'esprit unit mieux que la matière. La chair unit moins bien que l'esprit. Et c'est par la force de l'unité de l'esprit que le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont aujourd'hui rassemblés. L'AES, c'est la preuve que l'esprit domine la matière. C'est le courage qu'ils ont, ces peuples-là, et leurs dirigeants, de bâtir l'alliance des États du Sahel en confédération. C'est ce courage qui se manifeste. C'est cette fraternité d'armes. C'est cette fraternité d'esprit. C'est cette fraternité morale. C'est cette fraternité spirituelle qui permet de réussir les plus grandes œuvres. Et ça, c'est la première partie du discours du président que je voulais commenter. Continuons. Et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procède-t-il? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Par le que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon. Ouais. N'ont d'autres repères que de chercher à vivre comme le maître, Ouais. à satisfaire le maître, Ouais. et à faire tout ce que le maître lui dicte. Exact. Ils volent, ils pillent nos États, Astaghfirullah. amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Namou. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Très bien. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, Ah. qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais Je vais enlever la pub. Excusez-moi. le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Très bien. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères. Ouais.
Continue toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Exact. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien. Si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, ouais. Mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Très bien. La deuxième partie que je voudrais analyser, vous venez de l'entendre. Le président Traoré entre maintenant dans la description de ceux qui ne sont pas du même sang que nous. Il a expliqué les fondements de la fraternité spirituelle des Africains. C'est la dignité, la souveraineté, la liberté, la recherche d'une prospérité commune, la solidarité, la justice, l'égalité, l'amour de la vérité. Toutes ces valeurs qui font, selon la tradition africaine, l'homme véritable. Il dit que ces valeurs sont le fondement de la vraie fraternité et que lui, il se reconnaît dans tous les Africains de toutes les époques qui ont ces valeurs. C'est avec eux qu'il a le même sang. Mais dans la deuxième partie de son discours, le président Ibrahim Traoré analyse donc ceux qui Mes chers amis, partagez massivement l'émission. On veut absolument nous couper. Apparemment, vraiment, les vérités crues font mal. Donc, la deuxième partie du discours du président Ibrahim Traoré nous fait le portrait de l'anti-frère, le faux frère, celui qui n'est pas du même sang que nous. Je vous disais que ça peut être quelqu'un qui est de la même mère et du même père que toi. Ça ne fait rien. Hein. Il n'est pas du même sang que toi au sens spirituel. Qui sont-ils? Ceux qui ne sont pas du même sang que nous, Africains, au sens spirituel du terme, ce sont les impérialistes, qui passent leur temps à assassiner, à piller les peuples de la terre, et qui prétendent être de grandes puissances, alors que ce sont simplement de grandes nuisances. Premier groupe qui n'est pas du même sang que nous, les puissances impérialistes, qui prétendent être très grandes, mais qui en réalité font leur grandeur sur le sang des innocents, des peuples massacrés, déportés, esclavagisés, pillés, souillés, violés. Voilà ce sur quoi ils ont bâti leur grande puissance. Ils ont exterminé tous les Indiens d'Amérique. Et ils prétendent qu'ils sont une grande puissance. Alors qu'en réalité, là, ils sont plutôt une grande nuisance. Ils ont déporté massivement des centaines de millions d'Africains pour les utiliser comme esclaves. Ils appellent ça être une grande puissance. Mais le monde constate que c'est une grande nuisance. Ils ont jeté des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Et ils appellent ça être une grande puissance. Alors que tout le monde voit bien que ça, c'est l'œuvre d'une grande nuisance. Ils ont bombardé l'Irak, bombardé l'Afghanistan, bombardé la Serbie. Ils ont bombardé la Libye, bombardé la Somalie, bombardé le Yémen, bombardé la Syrie. Ils ont bombardé partout et ils veulent qu'on considère cela comme les actes d'une grande puissance, alors que ce que nous voyons, ceux qui font ça, ceux qui passent leur temps à écraser les faibles et les innocents, ils ne sont pas du même sang que nous. Ce sont les gens qui ne sont pas du même sang que nous. Quelle que soit la couleur de leur peau, ils ne sont pas du même sang que nous. Si vous avez bien compris la définition du sang spirituel, utilisée par le président Traoré pour définir la véritable fraternité humaine, ils ne sont pas du même sang que nous. Leur père, c'est Satan. Ce sont les serviteurs du méchant, du mal. Et les serviteurs du mal sont de toutes couleurs. Ils sont de toute région. Ils peuvent être de toute religion. Ils peuvent être de tous les âges. Ils ne sont pas du même sang que nous, dit le président Traoré. Alors, quels sont leurs alliés parmi nous? Mais ce sont ceux dont que le président Traoré va décrire, les valets locaux, les vassaux. Ceux-là même qui ont adhéré aux pseudo-indépendances des années 60 et qui continuent à exploiter l'Afrique au profit des puissances étrangères et en maintenant les peuples africains dans la pauvreté. Oui, tous ceux qui ont été imposés aux Africains.
Et du sang des ennemis des peuples du monde. Le sang des exploiteurs, des pilleurs, des voleurs, des détourneurs massifs de fonds publics. Ils sont le sang des saccageurs de la planète, des destructeurs de la biosphère et de l'atmosphère, des pollueurs. C'est leur sang, le sang des méchants. Le président Traoré va donner une description très fine de l'Africain ennemi de l'Africain. Donc une description très fine de l'Africain anti-africain. Sa particularité, c'est que c'est un zombie. Fais-la chanter sur eux. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Zombie na man we go tell am go tell. Le zombie, c'est l'homme sans cerveau. On l'appelle à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. C'est un individu télécommandé. Le zombie. Et c'est ça, le dirigeant africain vendu à l'étranger. C'est ça, Ouattara Draman, le surendetteur de la Côte d'Ivoire. Macky Sall. C'est ça, Biya Paul. C'est ça, Sassou. Au Congo. C'est ça. Des individus entièrement livrés. Des individus qui passent tout leur temps à laisser piller leur pays et qui font semblant de s'étonner des conséquences. Les dictateurs de la France-Afrique. Tous ceux qui sont au pouvoir par fraude électorale. Tous ceux qui sont au pouvoir par tripatouillage constitutionnel. Tous ceux qui sont au pouvoir en Afrique par manipulation, emprisonnement massif des opposants, exil contraint, détournement des fonds publics, enrichissement massif et illicite dans les paradis fiscaux de la terre. Voilà nos ennemis de sang, ceux qui ne sont pas du même sang que nous. C'est d'eux qu'il est question. Ce sont eux qui sont décrits par le président Ibrahim Traoré. Vous les avez reconnus à leur manière inimitable de s'asseoir. Et ils ont une organisation politique en Afrique de l'Ouest dans laquelle ils sont tous rassemblés. C'est la CEDEAO. La CEDEAO. Le conglomérat de ceux qui ne sont pas du même sang que nous. Le même sang spirituel que nous. Les vendus. Des gens qui ont une soi-disant organisation africaine et ils ont des bureaux de l'OTAN qui siègent dans l'organisation. Des bureaux de l'Union européenne qui siègent dans l'organisation. Ils obéissent aux injonctions des puissances occidentales. Même les sanctions qu'ils prennent contre des pays de l'organisation est dictée au vu et au su de tout le monde par les présidents européens et américains. Donc, le président Traoré procède ici à un portrait sans complaisance du nègre de maison, de l'esclave de salon, du bantir, de la mayotte capétia, de l'Africain ennemi de l'Afrique. Et nous reconnaissons le portrait parfait de l'Africain ennemi de l'Afrique dans les dirigeants de la CEDEAO qui ont déclaré la guerre contre le Niger au mois de juillet 2023. On les reconnaît, leur manière inimitable de s'asseoir, c'est la CEDEAO. On les retrouve en paquet dans l'Union africaine, où un certain président des Comores, qui a pris le pouvoir par coup d'État aux Comores, au service de la France-Afrique, Mali et de Burkina, le bourreau du peuple comorien, Azali, un véritable ennemi de la paix, de la justice, de la liberté, du droit des Comoriens. Il était à la tête de l'Union africaine, il dit qu'il ne prend pas de photo avec le président Traoré, avec le président Assimi Goïta, parce que eux, ils sont des putschistes. Alors qu'il a pris le pouvoir par putsch, et qu'il le conserve par fraude électorale et putsch tous les jours. Ces gens-là ne sont pas du même sang que nous dit le président Traoré. Vous comprenez? La notion de sang et de fraternité qui a été posée au départ du discours, si vous n'avez pas compris qu'il ne s'agit pas du sang physique, vous n'avez rien compris au discours. Ils ne sont pas du même sang que nous. Quelqu'un qui ramasse des centaines de milliards dans les caisses de l'État au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui centaines de milliards dans les caisses de l'État au Tchad, au Togo, au Congo, et qui s'en va les planquer dans des comptes bancaires à l'étranger, il n'est pas du même sang que nous, qui nous battons pour que l'Afrique soit libre, prospère et souveraine. On n'est pas du même sang. Leur sang est le nôtre.
Ne vous laissez pas tromper par la couleur rouge. On n'est pas du même sang. Car nous ne parlons pas du sang biologique. Nous parlons du sang spirituel. C'est-à-dire de l'orientation de l'homme. Eux, ce sont des hommes couchés. Je les ai appelés des satrapes reptiliens. Des individus sans colonne vertébrale. Ce sont des individus rampants. Alors que les Africains, dans lesquels se reconnaît le président Tiani, sont des hommes et des femmes debout, verticaux. D'accord? Ce n'est pas le même sang. Le sang des reptiles n'est pas le même sang que le sang des hommes. Le sang reptilien n'est pas le même sang que le sang des hommes. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas le même sang. Et si vous avez compris ça, là, vous êtes en train d'entrer dans l'esprit du discours. Vous êtes en train de comprendre ce qu'il a voulu dire. Parce que moi, j'interviens ce soir pour que vous perceviez la profondeur de la sagesse du jeune dirigeant du Burkina Faso. Il ne parlait pas du sang biologique. Certains qui croient qu'on a le même sang, le sang qui coule là. Non, ce n'est pas ce sang-là. C'est un sang symbolique. Et les dirigeants qui pillent l'Afrique, qui bradent les ports, les aéroports, les forêts, les sous-sols, le pétrole, le gaz, pour des multinationales étrangères avec lesquelles ils ont des rétrocommissions, ne sont pas du même sang que le président Assimi Goïta, le président Tiani, le président Traoré, leurs compagnons et leurs peuples éveillés. Ce n'est pas le même sang. Ils ne sont pas panafricanistes comme nous. Ceux qui appellent l'Union européenne à venir installer ces bases de drones à la frontière entre le Sénégal et le Mali. On n'est pas du même sang. On n'est pas du même sang qu'eux. Ceux-là qui ont juré quand ils étaient dans l'opposition, qu'à peine arrivés au pouvoir, ils vont dépêcher des troupes pour aider le Mali à combattre les terroristes. Et depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'en parlent plus. On n'est pas du même sang qu'eux. Les gens qui ont un double langage. On n'est pas du même sang qu'eux. On n'est pas du même sang que ceux qui se battent contre le 3e mandat de Macky Sall au Sénégal et qui s'en vont dire que Alassane Dramane Ouattara, coupable de 3e mandat anticonstitutionnel, est indémocrate. On n'est pas du même sang qu'eux. On n'est pas du même sang qu'eux. Le sang dont parle le président. Il faut que ce concept de la différence entre le sang physique et le sang spirituel, il faut que ce concept soit maîtrisé par tous ceux qui écouteront le discours du président Ibrahim Traoré. Une fois que vous avez maîtrisé cette distinction conceptuelle, le discours devient clair dans votre esprit. Écrivez ça. Tilana, on n'est pas du même sang qu'eux. Quelqu'un qui se lève comme Nana Akufo-Addo, il s'en va à Washington, accuser le Burkina. Oh, les Burkinabés ont accueilli Wagner. Wagner s'est installé au Burkina Faso. C'est très dangereux. Il faut les punir. On n'est pas du même sang que Nana Akufo-Addo. Il est africain, mais comme il est anti-africain, on n'est pas du même sang que lui. Nous sommes du sang des Africains africains, des Africains pro-africains. Des Africains qui aiment l'Afrique. On a notre sang. Et puis les Africains qui n'aiment pas l'Afrique, ils ont leur sang. On n'est pas du même sang. Écrivez ça. L'Africain qui aime l'Afrique n'a pas le même sang que l'Africain qui n'aime pas l'Afrique. L'Africain qui veut le bonheur de la communauté africaine n'a pas le même sang que l'Africain qui veut le malheur de la communauté africaine. L'Africain qui veut le malheur de la communauté africaine correspond précisément à ce que Frantz Fanon appelle peau noire, masque blanc. C'est un impérialiste, c'est un néocolonialiste, c'est un satrape reptilien, c'est un vassal, c'est un nègre de maison, c'est un nègre de salon. Ce n'est pas un Africain digne. Donc, le portrait dressé par le président Ibrahim Traoré est magistral. Continuons à lui donner la parole. Monsieur le Président, continuez. Nous nous sommes délectés de votre discours. Vous êtes maintenant plus de 12 000 personnes en direct de cette émission. J'espère que vous êtes en train d'appuyer sur le pouce levé sous la vidéo et de la partager. Car je vous décortique là l'un des plus grands moments de spiritualité politique que nous ayons vécu. Je leur laisse le temps de revenir. Vous voyez, vous êtes près de 2000 personnes sur Facebook et comme nous n'avons pas 2000 partages, ils nous attaquent. Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États,
Merci, Nos sols FX. sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Ce troisième morceau du discours est très intéressant. Il pose le problème suivant. Si l'Afrique est pauvre, parce qu'on classe souvent le Mali, le Burkina, le Niger parmi les pays les plus pauvres de la Terre, PPTE, PMA, vraiment c'est toujours les appendices des classements des grandes institutions économiques de l'Occident qui sont réservés aux pays de l'Afrique dite francophone. La question est la suivante. D'abord, pourquoi, si l'Afrique est pauvre, quand on vous demande de quitter l'Afrique pauvre avec vos militaires et vos multinationales, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? S'il n'y a rien en Afrique, quand on vous demande de partir, normalement, ça ne devrait pas vous faire quelque chose. C'est paradoxal. Le fait que vous ne vouliez pas partir, quand on vous demande de partir, on vous demande de quitter le Mali. Vous ramassez vos troupes pour vous installer au Niger. On vous demande de quitter le Niger. Vous ramassez vos troupes pour vous installer au Tchad. Vous vous installez au Bénin. Vous vous installez en Côte d'Ivoire. Vous vous installez au Gabon. Vous vous réinstallez au Sénégal. Le fait que vous ne vouliez pas partir est la preuve évidente que l'Afrique est le continent le plus riche. Et que quand vous dites parfois dans vos discours l'Afrique est l'avenir de l'Europe, l'Afrique est l'avenir du monde, c'est parce que vous savez qu'en fait, les Africains sont les hommes les plus riches au monde. Les hommes et les femmes les plus riches au monde, potentiellement, ce sont les Africains. Et c'est pour cela que vous créez un commandement militaire américain en Afrique, alors qu'il n'y a pas de commandement militaire africain en Amérique. C'est pour cela que vous créez un commandement militaire de la France en Afrique, alors qu'il n'y a pas de commandement militaire de l'Afrique en France. C'est pour ça que vous pourchassez les Africains. Nous avons pris connaissance de votre rapport, écrit par l'école de guerre économique, et prônant l'élimination des leaders panafricanistes, que ce soit les leaders politiques, les leaders intellectuels, les activistes, les militants, les influenceurs. Pourquoi tenez-vous à tout prix à garder la main mise sur l'Afrique si l'Afrique est pauvre? Quelqu'un n'a rien, selon toi. Mais tu ne veux pas quitter sa maison. Il y a un petit problème. Tu restes donc dans cette maison où il n'y a rien. Pourquoi? You say Africa is poor, but you have a military commandment in Africa, while Africa has no military commandment in America or in Europe or in France. So tell us clearly, if Africa is poor, why don't you live with your troops, with your companies? In fact, you refuse to remove your troops and your companies because Africa is the richest continent in the world. Write it now, clearly. Everybody knows that Africa is the richest country, it's the richest continent of the world. And that's why you don't want to go. You don't want to live with your troops. We remove you in Mali, you run in Chad. We remove you in Burkina Faso, you run in Côte d'Ivoire. We remove you in Niger, you run to Benin. You run to Senegal. You don't go back in America. You don't go back in Europe. What's the problem, bro? You say in your IMF standard, in your World Bank standard, that Africa is the poorest region of the world. At the same time, you don't leave Africa. You maintain troops in Africa. To squander, to steal commodities, gold, gas, uranium, and so on. What's the problem? If we are poor, why do you remain by all kinds of means and tactics on our native continent? Ibale bonba Afrika ba goe beto jam. Bale Afrika ye yep nyuki ni ya bebe sonda banan. Nyuki ni hu be mambai manan. Bale Afrika goe beto jam. E nyuki ni tenga bes. Huna mambai manan. Ninganan. Afrika goe beto jam. Kena beni. Waha bonba Afrika. Voilà, en 3 langues. Was wollen Sie? Gehen Sie zurück. Gehen Sie zurück. Afrika has nichts so
Lassen Sie bitte Afrika auf. Lassen Sie bitte Afrika auf jetzt. Alles ist fertig. Kolonialismus, Imperialismus sind fertig. Haben Sie verstanden? Herren und Damen, Imperialismus und Kolonialismus in Afrika fertig sein. Fertig sind. Oui, vous voulez qu'on vous parle dans combien de langues pour que vous compreniez? Traduisez-leur ça dans toutes leurs langues là pour qu'ils comprennent, on ne veut plus. L'Afrique ne veut plus être pillée. L'Afrique ne veut plus être volée. L'Afrique ne veut plus être roulée dans la farine. L'Afrique ne veut plus être pompée. Ça suffit. L'Afrique vache à lait des impérialistes, des néocolonialistes et de leurs valets locaux. C'est terminé. Oui, et c'est cette décision que le président explique. Monsieur le Président, continuez. C'est très bien ce que vous faites. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Voilà. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. La chaîne polymère. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique. Parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Merci Véronique. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris. Et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font. Et ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont. Cette partie est très intéressante. Le président Traoré nous explique, pour ceux qui n'avaient toujours pas compris, éventuellement pour ceux qui, derniers de la classe de l'Afrique des libertés, n'avaient toujours pas compris, il nous explique d'où vient le terrorisme en Afrique. Il dit que le terrorisme est venu dans les pays dont les dirigeants ont refusé de se soumettre aux puissances impérialistes néocolonialistes de l'OTAN. Celles qui ont détruit la Libye, tué Kadhafi, parce qu'ils voulaient mettre en place une monnaie africaine qui devait mettre fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et du franc CFA sur nous en Afrique. Ces puissances-là qui ont armé Al-Qaïda et qui ont armé l'État islamique en détruisant la Libye et en tuant Kadhafi. Et qui ont permis à Al-Qaïda et l'État islamique d'attaquer le Mali, le Burkina, le Niger. Ces puissances qui ont fait cela, ce sont elles qui arment aujourd'hui encore les organisations terroristes. Ce sont ces puissances qui font la couverture médiatique des organisations terroristes. Ce sont ces puissances qui harcèlent les États en lutte contre le terrorisme, en utilisant les prétextes de la démocratie et des droits de l'homme qu'ils n'appliquent pas à leurs alliés du Moyen-Orient, où il y a des monarchies et il n'y a pas d'élection. Ils viennent faire du chantage à la démocratie et aux droits de l'homme à des pays qu'ils ont pris le temps de déstabiliser. Souvenez-vous de la conversation entre le ministre Lavrov et le ministre Laurent Fabius. Lavrov est le ministre des Affaires étrangères. Laurent Fabius était le ministre des Affaires étrangères de la France, Lavrov, celui de la Russie. Au nom de la France, en 2013, Fabius demande à la Russie de ne pas s'opposer à l'intervention militaire française pour stopper les terroristes qui menaçaient de prendre la capitale Bamako. La Russie marque son accord à travers le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Mais Lavrov fait remarquer ceci à Fabius. Vous vous préparez, mon cher Laurent,
à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Laurent Fabius fit une réponse célèbre. Il répondit que c'était la vie. C'est la vie. Donc le président Traoré dit très clairement que les puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye, qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer le Sahel, sont les véritables ennemis des peuples africains. Et qu'il ne faut pas se laisser distraire par les groupes terroristes qui n'ont pas d'usine pour fabriquer les Kalachnikov, qui n'ont pas d'usine pour fabriquer les francs CFA, qui n'ont pas d'usine pour fabriquer des bombes, qui n'ont pas d'usine pour avoir du renseignement aérien. Tout cela leur est donné par leurs parrains, depuis le saccage de la Libye jusqu'à nos jours. Le président Traoré a mis les pieds dans le plat. Et personne en Afrique ne peut dire qu'il ne sait pas. Et voilà pourquoi il dit, le président Traoré, que les peuples africains, heureusement maintenant, grâce notamment à la révolution des réseaux sociaux, les peuples africains sont au courant. De la campagne à la ville, les Africains savent que ce n'est pas une guerre religieuse qui nous est imposée au Sahel. Boko Haram, etc., ils ne sont pas là pour l'islam. La religion islamique a été instrumentalisée pour cacher le plan impérialiste otanien. Le président Traoré a été clair. Ce sont ceux qui ont détruit la Libye, tué Kadhafi, qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique. Et ce sont ceux-là qui continuent d'aider les groupes terroristes à déstabiliser le Sahel. Pourquoi? Parce que des pays faibles sont obligés d'accepter le pillage de leurs matières premières. Des pays forts vont commencer à transformer leurs matières premières sur place et ils vont produire des produits finis et pourront gagner toutes les marges de l'exportation de produits finis, alors que pour le moment, en réalité, ils sont dans une économie de dépendance où ils vendent des matières premières et on leur revend leurs matières premières sous forme de produits finis 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 100 fois plus cher. Ce qui les oblige pour fonctionner de recourir à la dette, créant ainsi un cercle vicieux mortel pour nos peuples. Donc le président Traoré, là encore, est clair. Les Africaines et les Africains les plus lâches, ceux qui ne sont pas du même sang que nous, continuent à se promener sur les réseaux sociaux et à répéter la dictée. Gouvernance, démocratie, droits de l'homme, ceci, cela, sans regarder la question fondamentale de la souveraineté. Tu ne peux appliquer aucun modèle de gouvernance si tu n'es pas souverain. Si tu n'es pas le maître de ta défense et de ta sécurité, tu ne peux pas réaliser les valeurs de ta civilisation chez toi. Ce n'est pas possible. Donc la souveraineté est la clé à partir de laquelle les transformations qu'on assume sont possibles. Donc le président Traoré a dit cela, libérant des tas de conscience et mettant à nu les hypocrites qui ne veulent pas parler de la question centrale. Président, continuez. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Namou. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche. Démocratie, liberté, droit de l'homme. Écoutez bien. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Exact. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela? Parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien, papa. Très bien. Nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Attendez, on va s'arrêter là. Quand le Niger a décidé de prendre les choses en main, c'est-à-dire quand le juntard de Niamey, Mohamed Bazoum, qui a fini par faire boum, est tombé,
Quels sont les pays qui se sont levés pour dire qu'ils vont faire la guerre au Niger? Les pays de la CEDEAO, n'est-ce pas? Et parmi les pays de la CEDEAO, quels sont ceux qui étaient les plus zélés pour déclarer la guerre au Niger? Et même préparer des troupes pour attaquer le Niger. On va dans l'ordre. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié Sendou, notre belle terre burkinabé, pour venir troubler toute l'Afrique avant de tomber bientôt. Il avait promis 1100 hommes pour faire tomber le régime Tiani et saigner le Niger. Oui ou non? Il ne faut pas oublier, c'est de Ouattara qu'il est question. Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement, comme nous l'avons dit. Il s'était levé, il a déclaré la guerre. Il a fermé la frontière. Maintenant, il se bat pour la faire ouvrir. Il a fermé la frontière. Il a dit qu'ils allaient restaurer la démocratie au Niger par la force. Je ne sais pas sur quelle force il comptait. Parce que lui-même, pour se protéger, a besoin de l'armée rwandaise. Il s'est levé, il a déclaré ça. Le roublard Tinubu, alias Sleepy Joe, du Nigeria, lui aussi s'est levé, Sleepy Tinubu, pour dire qu'il va faire la guerre. Mais, comme il est malin, il a dit aux députés de le contredire. Il a dit à ses propres députés, dites que je me suis trompé, que la loi m'interdit de faire la guerre. Voilà les 3 premiers pays. Même Macky Sall à l'époque, avec sa ministre Aissata Tall Fall, s'était aussi levé pour dire qu'il va envoyer des troupes pour tuer les Nigériens. Oui ou non? C'est d'eux qui parlent. Quand on parle donc des valets, des esclaves de maison, c'est Alassane Ouattara qui est visé. C'est Patrice Talon qui est visé. C'est Tinubu qui est visé. Quel est celui qui avait dit qu'il allait mettre en place une force anti-putsch? Le putschiste qui est à Bissau, là, en train de monter une milice tribale pour tuer les Bissau-Guinéens. Le généralon d'eau douce, Oumaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi. C'est pas lui qui a dit qu'il va monter une force anti-putsch pour attaquer les pays où il y a eu des coups d'État qui ne plaisent pas à la France-Afrique et qui ne plaisent pas à Guterres. Quand on parle d'esclaves de maison, c'est d'eux qu'il est question. Macky Sall, Ouattara Dramane, Embalo Sissoko, Talon, Tinubu. Ce sont eux qui sont visés par les propos ici. Parce que c'était les va-t-en-guerre en chef. D'accord? Et il faut que ce soit clair. Tout le monde a compris qu'ils n'ont pas fait ça de leur propre initiative. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, quelqu'un les poussait dans leur dos. Ils étaient pistonnés. Quelqu'un les pistonnait. Allez-y, allez-y. D'ailleurs, il y a une déclaration du président Macron au mois de décembre 2022. Non, décembre 2021, où il a dit qu'il va appeler le président de la CEDEAO pour que celui-ci prenne des sanctions contre le Mali. Quand le président Macron, président français, a fini de le dire, janvier 2022 est arrivé, bim, les sanctions sont tombées sur le Mali. Conformément à ce qui avait été requis par le président français. Oui ou non? Donc, ce n'est pas compliqué. On a une liste précise des dirigeants qui se sont comportés plusieurs fois ces dernières années comme des esclaves de maison. Comme des nègres sans colonne vertébrale. Oui, c'est d'eux qu'il est question. Allez, la suite et la fin. Nous avons donc dit, oui, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi, cette partie du discours est importante. Les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles ne sont pas prises pour quelques années. Elles sont prises pour toujours. Que signifie ici pour toujours? L'Alliance des États du Sahel rassemble les Africains qui ont décidé de ne plus jamais être les esclaves de qui que ce soit sur la terre. Tant que la terre sera terre, les Africains qui sont engagés dans la logique souverainiste de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sont ceux des Africaines et des Africains qui n'accepteront jamais plus, dans quelque circonstance que ce soit, d'être décrétés comme esclaves, d'être décrétés comme colonisés, d'être décrétés comme néocolonisés, comme brimés sur la terre.
Il faut que vous compreniez la profondeur du discours de Niamey, du président Traoré. C'est une décision spirituelle que nous avons prise. Pour nous et pour nos enfants. Nous leur transmettons et nous devons leur transmettre la conscience de leur dignité. Nous devons leur transmettre la capacité à ne jamais accepter ce qui arriva à nos ancêtres. C'est une décision d'une portée surnaturelle. C'est une décision métaphysique. Et voilà pourquoi je vous dis que nous devons être des Africains qui n'ont pas peur de regarder n'importe quel homme, n'importe quelle femme sur cette terre des hommes, droit dans les yeux, et dire ce que nous pensons. Ça nous coûte ce que ça nous coûte. Ils en ont tué, ils en ont déporté. En dernière date, on a déporté les chefs de la résistance du peuple kanak, n'est-ce pas? Ils en ont discriminé, ils en ont appauvri, ils en ont spolié. Mais nous sommes, nous, Africains, le peuple le plus ancien. Nous sommes le peuple le plus résilient. Nous sommes le peuple le plus durable. Et tant que la terre sera terre, nous, Africains, doués de ce bon sens, de dignité, de vérité, de justice, de solidarité, nous vivrons. C'est ça. C'est ce que nous dit le président Tiani. C'est ce que nous dit le président Goïta. C'est ce que nous dit le président Traoré. La décision de l'AES, là, ce n'est pas une décision provisoire. Ce n'est pas un caprice de militaire. Il s'agit d'un acte fondateur. Il s'agit de la pierre angulaire de la dignité de nos enfants, de notre continent, du peuple africain, sur tous les continents. Il ne faut pas vous amuser avec ce qui a été dit à Niamey. Ce n'est pas un discours de circonstance. Ce n'est pas un discours électoraliste. Il n'est pas en campagne électorale, le président Traoré. Il profère des paroles sacrées, celles que les ancêtres bénissent et que le Tout-Puissant adoube et adombre. Tu dois faire de ces paroles des mantras. Tu dois vivre conformément à l'esprit qui vibre dans ces paroles. Tu vis en Europe, tu vis en Amérique, tu vis en Asie, tu vis en Afrique, tu vis dans les îles de l'océan Indien et l'océan Atlantique. Tu es africaine, africain d'origine. Chaque fois qu'on va vouloir t'opposer la multiséculaire ignominie de te traiter comme un esclave, comme un colonisé, comme un néocolonisé, de te brimer, tu dois conserver intacte ta capacité à dire non et à affirmer par tous les moyens, légaux et légitimes, ta dignité. Voilà, c'est le message qui est donné. C'est un nom fondamental, c'est un nom fondateur. N-O-N, nom fondamental et fondateur. C'est un nom archétypal. C'est un nom créateur. Une nouvelle personnalité africaine émerge de cette négation ontologiquement assumée, comme une vibration, reçue comme un rayon du divin lui-même en chaque personne. Ne vous amusez pas avec ce discours. Voilà pourquoi j'ai commencé mon analyse de ce discours en vous invitant à la distinction entre le sang biologique et le sang spirituel. Celui qui ne maîtrise pas cette distinction ne peut pas comprendre ce discours. Il ne peut même pas comprendre la conclusion. Monsieur le Président, finissez. Naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Et surtout, que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants, qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos États. Soyez donc remerciés une fois de plus, peuple nigérien. Soyez unis et solidaires
peuple de l'AES, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Écoutez, dites-moi sincèrement, ça ne vaut pas la peine d'être sur la terre pour vivre ce genre de moment? Est-ce que vous n'êtes pas content d'être actuellement sur la terre? Remercions le Tout-Puissant et nos parents de nous avoir accouchés dans cette période. Remercions notre papa et notre maman d'avoir accepté que nous naissions quand Dieu nous leur a confié. Car en fait, il voulait que nous vivions le temps du retour de l'Afrique dans sa pleine souveraineté. N'est-ce pas une chance? On devrait remercier dans nos prières quotidiennes, dans notre dialogue intérieur, avec la trace divine présente en chacun d'entre nous, nous devons être en remerciement permanent. C'est une chance extraordinaire pour nous d'être là. Et pour certains d'entre nous, de participer à l'œuvre. Donc, le discours devra être écouté, réécouté, il devra être médité, il devra être mentalisé, il devra être incorporé, il devra être spiritualisé, nasalisé. Le discours devra fondre dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Ce discours devra devenir une manière d'être africain. Ce discours proclame la souveraineté spirituelle de l'Afrique. La souveraineté spirituelle de l'Afrique. Le jour de la fondation de la Confédération, de l'Alliance des États du Sahel, est proclamée la souveraineté spirituelle de l'Afrique. C'est l'esprit africain qui va bâtir les institutions africaines. Et non plus le sang impur des esprits manipulés, démonisés, satanisés, des esprits chosifiés, riénisés, des esprits valettisés, invertébrés, qui pendant longtemps ont conduit ce continent dans les fourches codines de la pseudo-démocratie, de la pseudo-gouvernance, du droit de l'homisme creux, du productivisme ravageur et de l'hypocrisie internationale. C'était un grand discours, mes chers amis. Et ça, vraiment, moi je l'ai écouté au moins 10 fois avant de me placer devant vous pour vous donner mon interprétation. Que soient bénis les présidents Tiani, Traoré et Goïta pour nous avoir offert ce grand moment d'histoire. Alors,